Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 6 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de la personne du prince héritier Bin Salman, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « La moitié de l'avenue Foch est en prison, sur les marchés, aucune réaction ». Je fais donc allusion à cette purge historique et sans précédent qui s'est déroulée ce week-end, samedi pour être plus précis, en Arabie Saoudite, où le prince héritier Bin Salman, vous savez, celui qui a déclenché la guerre au Yémen et qui est derrière également le boycott et la rupture de l'Arabie Saoudite avec le Qatar. Les deux s'entendaient pour sponsoriser Daesh, ISIS, et d'un seul coup, eh bien, l'Arabie Saoudite semble mettre toute la faute sur le Qatar, ce qui est bien pratique. Eh bien, le prince Bin Salman se transforme également en monsieur propre, question corruption. Il s'autoproclame donc le chef de file de la lutte anticorruption, et immédiatement, il fait incarcérer 4 ministres, 11 princes, 30 ex-ministres et hommes d'affaires influents. Il décapite également l'état-major saoudien, enfin surtout ceux qui se sont montrés un peu critiques envers le boycott du Qatar. Alors c'est normal, hein, dans une société autocratique, quand on prend le pouvoir, on s'empare effectivement de tous les pouvoirs. Mais là derrière, il y a quand même un message. Quiconque critique la rupture avec le Qatar risque sa vie ou risque d'être emprisonné. Quiconque critique une politique qui s'oriente vers un affrontement direct avec l'Iran, eh bien celui-là aussi risque pour sa vie ou risque la prison. Je parle de risque sa vie puisqu'il se trouve également que le prince Faisal Al-Turki est mort mystérieusement dimanche dans un accident d'hélicoptère. C'est pas de chance, on ne sait même pas pourquoi l'hélicoptère s'est écrasé. Par contre, le prince Al-Turki, on sait qui c'était. Il a passé quelques années aux États-Unis où il semblait faire le lien un petit peu entre la CIA et les services secrets saoudiens. Et puis on a eu également ce week-end la démission de M. Saad Hariri en visite officielle à Riyad, pour aller discuter un petit peu affaires avec, justement, le prince Bin Salman, eh bien, il annonce sa démission. Et quand on lit le communiqué, il y est beaucoup question du Hezbollah, de la crainte pour sa vie, exprimée par M. Saad Hariri. Or, il se trouve que du côté libanais et de certains membres des services secrets, on n'a pas entendu parler de menaces directes sur la vie de M. Saad Hariri. Mais peut-être dispose-t-il, lui, d'autres sources. En revanche, ce qui est bien étrange, c'est d'aller annoncer sa démission depuis Riyad. Riyad qui avait sponsorisé sa campagne électorale, qu'il avait menée au pouvoir au mois de janvier dernier. Puis 10 mois plus tard, boum, il annonce sa démission depuis l'étranger. Avouez quand même qu'il y a de quoi se poser quelques questions. Alors quand je vous disais que la moitié de l'avenue Foch est en prison, bah bien sûr, quand on voit le nom de ceux qui sont aujourd'hui aux arrêts, mis au secret et leurs comptes gelés, vous avez pratiquement tous les gens qui ont des appartements, des lofts, des hôtels particuliers, avenue Foch. Et il y en a un que l'on connaît particulièrement bien en France, c'est le prince Al-Walid, puisque, souvenez-vous, c'était à un moment le principal actionnaire non institutionnel d'Euro Disney, et c'est également un des plus gros actionnaires du groupe Accor, avec 5,7% du capital. Mais quand vous faites la liste des actifs de Kingdom Investment, c'est-à-dire sa firme d'investissement, vous y retrouvez également Canary Wharf à Londres, les adresses les plus prestigieuses dans Paris, dans Londres, des casinos aux États-Unis, etc. Bref, Monsieur Al-Walid, c'est du lourd. Et c'est peut-être quelqu'un qui s'est même montré un petit peu lourd pendant la campagne électorale Clinton contre Trump, puisque celui-ci était manifestement très anti-Trump. Et voilà qu'il se fait dégager. Ce qui ne manquera pas de provoquer quelques remous, parce que je le répète, le prince Al-Walid, ça représente quand même quelque chose au niveau actif boursier et actif immobilier dans le monde. Il faut bien sûr se questionner maintenant de savoir
qu'est-ce que cherche exactement le prince bin Salman? Alors il parle de moderniser son pays, d'autoriser les femmes à conduire, peut-être même de créer un État dans l'État où on va dire que les mœurs et le mode de vie seraient plus proches de ce que l'on connaît en Occident que dans l'austère capitale saoudienne. Mais c'est quand même un petit peu troublant de voir qu'il évince tous les gens qui prônaient une réconciliation avec le Qatar et de ne pas aller trop se frotter à l'Iran, question militaire. Et il se trouve que ce week-end, l'Iran, au travers du Yémen, aurait tiré un missile qui aurait été intercepté en direction de Riyad. Et l'Arabie Saoudite qualifie ce tir de missile d'un acte de guerre, ce qui signifie que l'Arabie Saoudite pourrait très bien riposter contre l'Iran, pas contre le Yémen, puisque c'est l'Iran qui est accusé. Alors que chaque jour, le Yémen subit des bombardements de l'Arabie Saoudite. Tous les jours, c'est l'agression saoudienne sur le Yémen. Mais, eh bien, on vise, du côté saoudien, on vise les chiites, les Houthis yéménites, que l'on dit soutenus par l'Iran. Alors qu'on n'a pas de preuve non plus que l'Iran ait fourni d'armes aux Houthis. L'Iran fournit surtout un support politique en approuvant la résistance des Houthis aux Saoudiens. Donc il y a pas mal de choses qui semblent bouger sur l'échiquier politique, sur l'échiquier géopolitique proche-oriental. Le baril de pétrole franchit le cap des 56 $ sur le NYMEX à New York. Là aussi, ça pourrait amener à réviser un petit peu les anticipations inflationnistes. Mais que se passe-t-il sur le marché? Strictement rien. Rien. Ni l'Arabie Saoudite, ni la nouvelle période d'incertitude au Liban, ni la hausse du pétrole. Tout cela ne provoque aucun effet d'aucune sorte sur les marchés. Nous avons un CAC 40 en repli de 0,15 à 5505 points, un repli de l'épaisseur du trait. Ce n'est pas l'épaisseur du trait que l'on emploierait pour la une des journaux si on devait traiter de l'actualité au Proche-Orient, mais peu importe, rien ne fait rien au marché. Et ce qui est en jeu peut-être aujourd'hui, eh bien, c'est que le VIX aille clôturer sous les 9, inscrire un nouveau plancher historique, comme si jamais dans le monde on avait été aussi certain de l'avenir, de la paix dans le monde, de la prospérité. Et je terminerai avec la démission surprise de Bill Dudley, le patron de la Fed de New York, le superviseur de Wall Street, le troisième membre le plus important de la Fed, si ce n'est le plus important, car Wall Street c'est quand même le cœur du réacteur économique américain. Il démissionne sans raison, tout comme un mois plus tôt, le numéro 2 de la Fed, Richard Fisher. Et là non plus, les marchés ne se demandent pas si cela a une signification particulière, ni pourquoi, ni comment. C'est merveilleux. Continuons comme ça. Je pense que les prochaines séances vont être très intéressantes.